Bonjour. Alors voilà, dans la dernière séquence, on a vu que la force magnétique de Laplace cache une autre force plus fondamentale qui s'exerce à l'échelle microscopique et qu'on appelle la force de Lorentz. La force de Lorentz a pour expression mathématique ceci, et ce résultat, on l'avait obtenu en montrant simplement que l'élément de courant qui apparaît dans la force de Laplace peut être écrit sous la forme du produit de la charge que porte cet élément de courant par la vitesse de cette charge, c'est-à-dire la vitesse des porteurs de charge, ici des électrons qui constituent le courant. Alors ce résultat, on peut le démontrer facilement, il suffit de prendre pour ça la définition de la vitesse. La vitesse des charges, dans l'expression QV ici, n'est rien d'autre que la distance parcourue par les charges, divisée par le temps mis pour parcourir cette distance. Alors si je prends pour cette distance la longueur de l'élément de courant lui-même, quand je mesure le temps ΔT qu'il est nécessaire pour les charges pour parcourir cette distance, ce que je vais faire maintenant, je constate que ce temps ΔT est aussi le temps qu'il faut pour que la charge Q portée par l'élément de courant passe par la petite section d'entrée qui est ici. Autrement dit, le rapport Q sur ΔT ne représente rien d'autre que le débit de charge, c'est-à-dire le courant de l'élément de courant. Q sur ΔT, ici c'est I, j'ai donc bien que I fois L est égal à QV, c'est ce qui est écrit ici vectoriellement. Et donc je peux bien remplacer l'élément de courant qui est ici par QV pour obtenir une expression ici qui est QV croix B, qui est bien celle qu'on retrouve ici dans la force de Lorentz. Mais attention, il y a encore une grande différence ici entre la force de Laplace, même écrite sous cette forme-là, et la force de Lorentz, parce qu'ici, la charge Q est par essence même une charge collective. C'est une charge qui participe à un courant, c'est-à-dire qu'elle est par essence même constituée d'un grand nombre de particules de façon à constituer un débit de charge, c'est-à-dire un courant. Or ici, il n'est plus du tout question de débit de charge ou de courant, parce qu'il s'agit d'une charge individuelle. Il n'y a plus de courant, on a juste une charge qui se déplace dans l'espace en présence d'un champ magnétique. Voilà, donc le passage de la charge collective à la charge individuelle, on a réussi à le faire toujours assez simplement en procédant par une expérience de la pensée, comme on les appelle. Voilà, donc on était arrivé à ce résultat-ci, et ce résultat-là, fourni par Lorentz, il a de quoi surprendre, bien sûr, puisque Lorentz révèle comme ceci que le champ magnétique provoque des forces magnétiques. Sur quoi? Sur quel objet? Eh bien, sur des charges électriques. Et ça, c'est vrai que c'est surprenant, parce qu'on a l'habitude de penser que les charges électriques sont sujettes au champ électrique, c'est-à-dire à la force électrique. Si cette charge est plongée dans un champ électrique, effectivement, elle subit la force Q fois E. Et ce que nous montre Lorentz ici, c'est que s'il y a un champ magnétique au niveau de cette charge, en plus de la force électrique, cette charge va subir une force de nature magnétique, donnée par l'expression ici de la force de Lorentz. Si cette charge est en mouvement, elle subira cette force. Voilà, ça, il faut reconnaître que c'est surprenant. Ça donne une toute nouvelle perspective sur l'origine du magnétisme, sur la nature même du magnétisme. On voit que c'est la charge électrique qui est responsable de la force magnétique. Voilà. Alors bien sûr, dans son travail, Lorentz avait tenu compte de la possible existence d'un champ électrique, et donc il a exprimé la force que peut subir un électron en toute généralité, en disant que en plus de la composante électrique de la force, on a cette composante magnétique à laquelle je vais m'intéresser dans cette séquence, tout simplement en considérant la force de Lorentz, qui est bien la somme de ces deux forces. Je vais considérer cette force en l'absence de champ électrique. Autrement dit, je vais m'intéresser à la composante magnétique de la force de Lorentz. On peut d'ailleurs aussi appeler ça la force magnétique de Lorentz. Voilà. Alors, avant d'analyser cette expression, je vais ici ouvrir une parenthèse historique, puisque avec ce résultat, on a de nouveau ici bousculé
la vision qu'on a du magnétisme. Hein. Rappelle-toi, pendant 600 ans, c'est-à-dire depuis Pierre de Maricourt jusqu'à Biot et Savart, c'était le monopole magnétique qui régnait en maître sur le domaine du magnétisme. Tout simplement parce que c'est lui qui était responsable du champ magnétique et c'est aussi lui qui constituait le support de la force magnétique, c'est lui qui subissait la force magnétique. Et puis est arrivé Ampère en 1820 avec sa théorie de l'électrodynamique, c'est-à-dire sa théorie de l'interaction entre courants. Interaction magnétique entre courants. Et avec ça, bien sûr, il a éliminé le monopole au profit de l'élément de courant qu'on voit apparaître ici dans sa formule d'interaction entre courants. Et comme ça, l'élément de courant a remplacé le monopole et il a régné en maître sur le magnétisme pendant à peu près 80 ans, jusqu'à ce qu'arrive Lorentz avec un développement extrêmement élégant, basé sur les principes généraux de la mécanique et de l'électromagnétisme. Et avec ce développement, il a réussi à montrer qu'en toute généralité, une charge électrique subit une force qui contient une composante électrique, mais aussi une composante magnétique. On voit le champ magnétique qui apparaît ici. L'expression qui est ici est une expression, une écriture un peu plus compliquée que ce qu'on a ici avec Q, V, croix B. Et avec ce résultat, bien sûr, Lorentz a révélé au monde entier que ce qui est responsable des phénomènes magnétiques, c'est la charge électrique en mouvement, et la voici. Je vais la représenter par ce petit personnage, qui est donc une charge électrique en mouvement. Elle représente ici ce produit Q fois V. Voilà, alors puisqu'il s'agit d'un travail d'ordre fondamental, eh bien on peut estimer que cette charge en mouvement, c'est elle maintenant qui règne sur le domaine du magnétisme. Alors, ce règne n'a pas pour autant détrôné l'élément de courant, puisque la force de la place qui contient l'élément de courant est toujours valable, bien sûr, puisqu'elle contient cette force de Lorentz. Tout simplement parce que l'élément de courant, lui, est constitué de charges en mouvement. Donc voilà, on peut dire que l'élément de courant continue à régner, et on utilise beaucoup la force magnétique de la place pour décrire le magnétisme à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire essentiellement pour travailler sur les applications technologiques du magnétisme, tel qu'illustré ici par le moteur électrique de voiture. La force produite par un moteur électrique est une force magnétique qu'on exprime au travers de la formule de force de Laplace, c'est-à-dire à l'aide de l'élément de courant. Alors qu'on utilisera plutôt la charge en mouvement, c'est-à-dire la formule de force de Lorentz, quand on traitera de problèmes à l'échelle microscopique. Quand on travaillera sur la physique fondamentale du magnétisme, eh bien, on utilisera bien sûr la notion de charge en mouvement comme étant responsable des forces magnétiques. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que éléments de courant et charge en mouvement se partagent chacun une moitié du domaine du magnétisme. On a le domaine technologique d'une part et le domaine de la physique fondamentale d'autre part. Voilà, alors on va s'intéresser à cette force de Lorentz, c'est le but de cette séquence, c'est de te familiariser avec la force magnétique de Lorentz. Alors la première chose qu'on y voit, c'est ce produit vectoriel. Ça, on est déjà familier, puisqu'on l'avait déjà rencontré dans la force de Laplace. Rappelle-toi, ce produit vectoriel est là pour traduire un effet géométrique qui est dû au fait que le courant, l'élément de courant est un élément vectoriel qui peut avoir une orientation quelconque par rapport au champ magnétique, et l'expérience montre que cette orientation, que cet angle qu'on a ici entre éléments de courant et champ magnétique détermine le module de la force magnétique. Et la façon dont il le détermine, c'est au travers du sinus de cet angle. Rappelle-toi, quand je fais le produit vectoriel de deux vecteurs, pour en obtenir le module, j'obtiens le produit des modules des deux vecteurs, I et B, multiplié par le sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Et tu peux bien t'imaginer que c'est ce qu'on va retrouver ici, bien sûr. On a ici un produit vectoriel qui cache un effet géométrique. Effectivement, quand une charge se déplace dans l'espace, elle peut se déplacer par rapport au champ magnétique avec un angle quelconque
qui, on le voit ici, va déterminer le module de cette force au travers du sinus qui apparaît ici, bien sûr, dans ce produit vectoriel. On a donc un sinus θ ici qui traduit un effet géométrique que je te propose d'étudier ici. Voilà, à partir de ce schéma dans lequel je représente le champ magnétique ici au travers de ces lignes de champ. Hein, c'est important parce que quand une charge se déplace, effectivement, elle traverse des lignes de champ. Elle traverse ces lignes de champ avec une certaine inclinaison qui sera donnée ici par cet angle θ, qui est le même qu'ici, bien sûr. Voilà. Alors j'ai ici la formule de force de Lorentz. Alors du point de vue vectoriel, forcément la force sera donnée par la règle de la main droite. Je vois ici une force qui sort perpendiculairement au plan de ton écran. Du point de vue du module de cette force, on l'a déjà vu, ce sera QVB sinus θ. Voilà, et je te propose donc d'étudier l'effet géométrique ici, qui est représenté par ce sinus de θ en regroupant V et sinus θ. Donc voilà, je vais mettre le B ici à la fin de cette expression. Et si je fais ça, c'est pour te demander si tu ne vois pas par hasard, dans le schéma qui est ici, le produit V sinus θ, d'un point de vue géométrique bien sûr, puisqu'il s'agit d'un schéma. Est-ce que tu vois dans ce schéma, quelque part, V sinus θ? Je te laisse un petit peu réfléchir, n'hésite pas à arrêter l'image si tu veux. Voilà, moi, je vois le sinus apparaître quand je fais la projection de cette vitesse dans la direction ici orthogonale au champ magnétique. Si je prends cette droite perpendiculaire au champ magnétique, que je fais la projection de ce vecteur sur cette droite, j'obtiens ici effectivement un triangle rectangle dans lequel je retrouve bien entendu l'angle θ ici. Je vois que V est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Je vois que j'ai ici le côté opposé qui n'est donc rien d'autre que le côté de longueur V sinus θ, le V sinus θ que j'ai ici. Et ça, on le voit, c'est tout simplement la composante de la vitesse perpendiculaire au champ magnétique. Cette composante de vitesse perpendiculaire, je vais l'appeler V perpendiculaire. Retiens bien qu'il s'agit de la composante de la vitesse perpendiculaire au champ magnétique. Voilà. Et donc, si j'appelle V perpendiculaire V sinus θ ici, je peux écrire la force, le module de la force magnétique comme étant Q, V perpendiculaire fois B, comme je le mets là. Et je te propose d'interpréter la force de Lorentz de cette manière. Le module de la force de Lorentz, d'après cette formule, c'est ce que tu dois y voir. Tu dois voir ici ce V perpendiculaire apparaître. On peut traduire ça en disant que le produit vectoriel ici effectue la sélection de la composante perpendiculaire de la vitesse, perpendiculaire étant entendue par rapport au champ magnétique. C'est l'opposé, on fait du produit scalaire. Le produit scalaire effectue la projection parallèle, ici, au deuxième vecteur, alors que le produit vectoriel effectue la projection perpendiculaire par rapport au deuxième vecteur. Voilà, c'est la façon dont je te suggère de l'interpréter, parce que ce V perpendiculaire est important, il traduit un effet géométrique. Ce V perpendiculaire, on peut le voir en fait comme étant la vitesse avec laquelle la charge traverse les lignes de champ. Voilà, si la charge ne traverse pas les lignes de champ, ça veut effectivement dire qu'elle se déplace parallèlement aux lignes de champ, auquel cas j'ai bien que θ vaut 0, le sinus de 0 c'est 0, et je n'ai effectivement pas de vitesse perpendiculaire. Effectivement, si la vitesse est verticale, je n'ai plus de projection perpendiculaire. Voilà. Alors, première chose, ça veut dire que si tu veux éliminer l'interaction que cette charge a avec le champ, malgré sa vitesse, tu dois choisir pour la vitesse la direction du champ magnétique. Tu vas prendre θ égale à 0, le sinus vaudra 0, ou bien θ vaut 180 degrés, c'est-à-dire que tu vas te déplacer vers le bas ici. Sinus de 180 degrés, c'est aussi 0. Donc voilà, tu peux annuler l'interaction de la charge avec le champ si tu choisis une vitesse dans le sens du champ. Essaye de bien intégrer ça, c'est vraiment l'interprétation de cette formule que je suis en train ici de travailler avec toi. Voilà. Alors en toute généralité, bien sûr, on a un angle et donc on a une composante perpendiculaire et donc on a une force magnétique.
Mais on voit que cette force magnétique ne dépend que de cette composante perpendiculaire, c'est-à-dire que si je prends maintenant une autre vitesse, plus grande par exemple, si la vitesse est plus grande, on aurait pu s'attendre à ce que la force magnétique soit plus grande, mais tu vois que j'ai choisi un angle θ plus petit. Le sinus est donc plus petit et ça compense ici exactement l'augmentation de V que j'ai en passant de cette vitesse-là à cette vitesse-là. Puisque tu vois qu'effectivement, j'ai choisi une vitesse, cette deuxième vitesse qui est plus grande, je l'ai choisie avec la même composante de vitesse perpendiculaire. La force ici n'a donc pas du tout changé, ni en module, ni en direction, en passant de cette vitesse-là à cette vitesse-là. Voilà, je peux même maintenant prendre une vitesse plus petite, que je vais compenser avec un angle θ plus grand. Si θ est plus grand, le sinus est plus grand. Et donc tu vois que j'ai compensé une vitesse plus petite par un θ plus grand, de façon à ce que la composante perpendiculaire de la vitesse soit toujours la même, la force, n'a toujours pas changé. Et je peux même prendre une vitesse ici qui est dirigée vers le bas, j'ai toujours la même composante perpendiculaire de la vitesse, et donc la force n'a toujours pas changé. Ces 4 choix de vitesse donneront exactement la même force d'interaction entre la charge et le champ magnétique. Hein, tout ça pour bien insister sur le fait que le produit vectoriel ici, tu dois le voir comme provoquant une sélection de la vitesse, hein, une sélection de la composante perpendiculaire de la vitesse. La composante longitudinale n'intervient pas dans la force magnétique. Voilà, alors on voit comme ça bien sûr que la vitesse la plus petite que tu vas obtenir pour une force donnée, ben, tu vas l'obtenir quand θ vaudra pi sur 2. Quand θ vaudra pi sur 2, le sinus vaudra 1, ce sera sa valeur maximale. Et donc c'est grâce à ça que tu vas pouvoir te permettre de prendre la vitesse la plus petite. Et ça, ben, ce sera le mode d'interaction le plus efficace entre la charge et le champ magnétique. Si tu prends un angle de pi sur 2, ce que je vais faire maintenant, pi sur 2, pi sur 2, pi sur 2, la vitesse est maintenant orientée perpendiculairement au champ, le sinus prend sa valeur maximale, et pour une vitesse donnée, tu auras donc bien le maximum possible ici de cet effet géométrique. Le sinus prend sa valeur maximale, et c'est à ce moment-là que tu auras la force maximale pour une vitesse et un champ donné. Hein, donc tu vas faire interagir la charge et le champ magnétique de la façon la plus efficace en traversant les lignes de champ perpendiculairement. C'est la façon, je le répète, la plus efficace de faire interagir la charge avec le champ. Et je le répète, c'est tout ça que tu dois voir dans cette expression mathématique. Habitue-toi à ça. Habitue-toi à traduire une expression mathématique comme ça en termes physiques. Ici, c'est géométrique en fait. Voilà, donc on va considérer ce cas-là maintenant. Le sinus de pi sur 2, c'est 1, et je vois donc que j'ai une force magnétique qui vaut QVB. Alors, ce cas-là, ben, on en avait déjà étudié l'équivalent avec la force de Laplace, rappelle-toi, c'est même le premier cas qu'on avait vu. On avait considéré au départ une interaction avec un angle θ de pi sur 2. Et à ce moment-là, le sinus valait 1, et on a tout simplement ILB, hein, c'est la formule simplifiée de la force de Laplace que tu avais déjà vu très probablement auparavant. Voilà, alors si je te raconte tout ça, en fait, ben, c'est parce que, rappelle-toi, hein, c'est cette formule-là qui nous avait permis de définir le champ magnétique. Hein, le champ magnétique ici peut effectivement être mesuré grâce à cette force de Laplace. Hein, si je veux connaître le champ magnétique en un point de l'espace, ce que je vais faire, ben, c'est disposer un élément de courant connu, par exemple 1 ampère-mètre. Je vais mettre cet élément de courant perpendiculairement au champ. Je vais récupérer une certaine force qui vaudra ILB. Et en divisant la force que je mesure par IL, je vais donc diviser à gauche et à droite par IL, ici pour isoler B. Et je vois que j'obtiendrai la valeur du champ magnétique avec le rapport de la force magnétique que je mesure sur l'élément de courant connu. Et c'est pourquoi les unités du champ magnétique, ben, ce sont tout simplement des newtons sur des ampères-mètres. C'est ce qu'on avait appelé un Tesla. Le Tesla, c'est l'unité du champ magnétique. Il représente le champ qui exerce une force de 1 newton sur un élément de courant de 1 ampère et de 1 mètre de long. Pour le voir, il suffit de tout mettre à 1 ici. Hein, si j'ai 1 Tesla ici et 1 ampère-mètre, ben, j'obtiens bien 1 newton. C'est la signification du Tesla. Voilà, et maintenant on va se tourner vers la force de Lorentz et on voit qu'elle nous fournit
une nouvelle manière de définir le champ magnétique ou de mesurer le champ magnétique en un point de l'espace. Hein, si je veux connaître le champ magnétique en un point de l'espace, ben, il suffit que je dispose d'une charge électrique et que je vienne la mettre en mouvement perpendiculairement à ce champ pour mesurer une force qui vaut QVB, qu'il me suffira donc de diviser par QV pour obtenir le module du champ. Et que ce qu'on voit, on voit que le champ me sera donné par le rapport de Fm sur QV. Ces unités seront donc bien des newtons sur des coulombs fois des mètres par seconde. Et ça, bien sûr, c'est tout à fait compatible avec l'expression qui est là, des newtons sur ampère mètre. Effectivement, il me suffit de prendre la division par les secondes ici et de la reporter sur le coulomb qui est ici. Et j'obtiens bien des coulombs par seconde fois des mètres. Et le coulomb par seconde, bien sûr, c'est l'ampère que j'ai ici. J'ai bien ici des newtons sur ampère mètre. Ce sont bien des Tesla. Hein, tu penses bien qu'on s'attendait à ce que ce soit tout à fait cohérent avec ce qui est ici, bien sûr, hein, puisque le produit UV est équivalent dimensionnellement à l'élément de courant. C'est bien des ampères-mètres qui sont cachés ici, comme on le voit là. Voilà. Mais voilà, ça nous fournit aussi une nouvelle interprétation du Tesla. Hein, si je reporte les secondes sur les mètres qui sont là, que ce que je vois, ben je vois que le Tesla est le champ qui provoque une force de 1 newton sur un coulomb qui se déplace à 1 mètre par seconde, perpendiculairement au champ, hein, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et pour ça, ben, il suffit de tout mettre à 1 ici pour bien comprendre ça. Hein, si je prends un champ de 1 Tesla, une charge de 1 coulomb qui se déplace à 1 mètre par seconde perpendiculairement au champ, eh bien, je fais 1 fois 1 fois 1, je vais récupérer ici une force de 1 newton. Hein, c'est une nouvelle manière de voir le Tesla. Le Tesla est le champ magnétique qui provoque une force de 1 newton sur 1 coulomb qui se déplace à 1 mètre par seconde perpendiculairement à ce champ. Voilà, tu as deux façons de voir le Tesla. Tu choisiras celle qui te convient, bien sûr. Tu peux garder les deux en tête. Hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, bien sûr. Voilà. On a maintenant donc un résultat ici qui permet de concrétiser les choses. Tu es d'accord? J'ai une charge d'un coulomb, je la bouge à 1 mètre par seconde dans un champ d'un Tesla et j'observe une force de 1 newton sur cette charge. Ça suggère bien sûr la possibilité de vérifier cette force expérimentalement. On ne l'a pas encore fait, hein, je n'ai pas encore parlé de ça, on a travaillé uniquement sur le plan théorique avec cette force. Mais est-ce qu'elle représente vraiment la réalité physique observable? On peut se poser la question et on peut maintenant ici envisager une expérience pour y répondre, hein, pour répondre à cette question. Alors pour ça, je vais te proposer une expérience qui va consister à prendre un pendule constitué ici d'une boule en plastique. Pourquoi en plastique? Eh bien parce que je vais te proposer de frotter vigoureusement cette boule avec une étoffe de manière à l'électriser par frottement, de manière à obtenir la charge Q qui est ici. Alors pour éprouver cette force de Lorentz, il te faut encore un champ magnétique. Alors, tu vas tout simplement prendre cette boule et tu vas venir la disposer à proximité d'un aimant. On va supposer que le pôle nord est ici, de façon à ce que le champ magnétique soit dirigé vers le haut. Et donc, tu vas plonger cette charge Q dans le champ magnétique pour mettre ici à l'épreuve cette force de Lorentz. Alors, si tu attends comme ça, il n'y a rien qui va se passer. Et je suppose que tu as compris pourquoi. C'est tout simplement parce que la vitesse est nulle. Si tu ne bouges pas, j'ai pas de vitesse, et donc cette force est nulle. Il n'y a aucune manifestation magnétique observable. C'est tout à fait normal. Alors, on va bouger la charge. Tu serais peut-être tenté de la bouger comme ça. Mais ce n'est pas la bonne idée, bien sûr, parce que là, la vitesse, tu vois qu'elle n'a pas de composante perpendiculaire au champ magnétique. Si tu montes et tu descends, tu bouges le long d'une ligne de champ, et on a vu tout à l'heure qu'il faut avoir une composante de vitesse perpendiculaire au champ pour voir apparaître la force magnétique de Lorentz. C'est la signification du sinus θ qui est là. Donc voilà, il faut faire mieux que ça. Et donc, tu vas prendre un petit peu de recul par rapport à l'aimant. Et je te suggère ici maintenant de bouger avec l'angle optimal. Rappelle-toi, l'angle optimal, on va l'obtenir pour la valeur maximale du sinus. C'est-à-dire qu'on va prendre θ qui vaut pi sur 2. Et tu vas donc traverser le champ magnétique ici avec une vitesse qui sera perpendiculaire au champ magnétique. C'est la meilleure manière pour faire interagir la charge avec ce champ magnétique. Tu vas bouger à 1 mètre par seconde perpendiculairement à ce champ magnétique.
Et à ce moment-là, ben, tu auras un sinus de 1 et tu auras la plus grande interaction possible entre la charge et le champ magnétique. Et c'est ce que je suppose, c'est ce que je te propose de faire. Tu vas observer la force ici, la plus grande possible. Alors voilà, faisons-le. Déplaçons ce coulomb à 1 mètre par seconde dans ce champ de 1 Tesla. Et tu vas avoir une force ici donc de 1 Newton qui sera assez vigoureuse. Hein, c'est pas mal 1 Newton. Voilà, l'expérience est réalisée. On a bien observé cette force. Alors, pour faire cette expérience en pratique, malheureusement, ce sera très difficile parce que tu vois que je suggère que pour avoir 1 Newton ici, il te faut un coulomb qui se déplace à 1 mètre par seconde. Et rappelle-toi, le coulomb est une charge gigantesque. Hein, pour que tu comprennes bien ça, que tu te rappelles pourquoi un coulomb est une charge gigantesque, eh bien, je te suggère de constituer ce coulomb en rassemblant tout simplement 2 demi-sphères qui contiennent chacun un demi-coulomb. Tu es d'accord que si tu penses qu'un coulomb est réalisable en pratique, ben, il faut être capable de joindre 2 demi-sphères de 1 demi-coulomb. Alors voilà, on va supposer qu'on a ces 2 demi-sphères de 1 demi-coulomb. Et bien sûr, pour les faire se rejoindre, pour former la sphère de 1 coulomb là, ben, tu vas devoir vaincre la force électrique, bien sûr, qui est donnée par la formule de force de Coulomb ici. Avec un K0, la constante de Coulomb, qui est gigantesque. Elle vaut à peu près 9,10 exposant 9 Newton fois mètre carré par Coulomb carré. C'est gigantesque. 9,10 exposant 9, c'est 9 milliards. Et donc, bien sûr, si tu mets 1 mètre ici entre ces deux charges, tu peux faire le petit calcul avec 1,5 et 1,5 ici, tu vas obtenir à peu près 2,10 exposant 9 newtons. 2 milliards de newtons, tu vas être obligé de combattre ici. Et encore, tu ne seras qu'à 1 mètre, tu es encore bien loin de les joindre complètement. Donc tu comprends que c'est tout à fait irréaliste. Aucune machine ne serait capable d'exercer une telle force. Voilà, tout ce que tu pourras faire, en fait, avec l'expérience que je te propose ici, grand maximum, c'est d'obtenir à peu près 1 nanocoulomb, 1 milliardième de coulomb. Si ta boule est suffisamment grande, peut-être que tu arriverais à accumuler 10 nanocoulombs, mais ce sera très difficile. Dès que tu te rapproches de ce genre de charge, tu risques d'avoir un claquage. Les électrons se repoussent tellement, en vertu de la force de Coulomb ici, qu'ils finissent par provoquer un claquage, tu auras un éclair et ta charge va disparaître instantanément. Voilà, donc tout au plus, tu pourras arriver, tu peux espérer arriver à 1 nanocoulomb ou quelques nanocoulombs. Mais voilà, c'est un problème, ça, parce que tu vois que si tu n'as accès qu'à une charge d'1 milliard de fois plus petite, c'est bien de ça dont il s'agit, 10 exposant moins 9, mais tu vois que la force, elle est proportionnelle à la charge. Si tu as divisé la charge par 1 milliard, la force, elle va être aussi diminuée d'1 milliard. Et donc, on aura 10 moins 9 coulombs, newton. 1 nanonewton, c'est ridiculement faible. Si tu fais cette expérience, tu n'observeras strictement rien. Ça ne sert surtout à rien de faire cette expérience. Ne l'essaye pas, ça ne sert à rien. Voilà. Et ça, en soi, c'est un résultat assez surprenant. Pourquoi? Parce que, avec la force de Laplace, on a vu qu'on pouvait facilement observer cette force magnétique. On l'avait vu dans la vidéo qui concernait la force de Laplace, avec cette vidéo aussi, qui vient du site au laboratoire de physique. On a vu que cette force est facilement observable. On peut obtenir relativement facilement 1 newton de force, en multipliant un petit peu les courants ici, en allongeant la tige conductrice ici, on pourrait relativement facilement obtenir 1 newton. Alors qu'ici, tout ce qu'on peut espérer, c'est 1 milliardième de newton. Il y a une question claire à laquelle il faut répondre. Ceci est d'autant plus vrai que l'élément de courant qui est ici, on a vu que c'était l'équivalent de la charge qu'il porte multipliée par la vitesse de cette charge. Voilà, donc je peux remplacer le IL ici par QV, et je vois que j'ai la même expression que celle que je considérais ici. Alors on a vu qu'ici, avec des charges réalistes, on a bien 10 moins 9 newtons, et ici, on voit qu'on peut se rapprocher du newton sans aucun problème. Donc on se demande un petit peu ce qui se passe. Quelle est la raison pour laquelle on peut obtenir 1 newton ici, et que là, on ne peut obtenir que 10 moins 9 newtons? Est-ce que tu as une idée de ça? Peut-être que tu es tenté de dire que c'est dû à la grande vitesse des électrons ici dans le fil conducteur. Eh bien non, ce n'est certainement pas ça la réponse.
hein, parce que la vitesse des charges dans un conducteur, elle est très lente, elle est de l'ordre d'une fraction de centimètre, elle est de l'ordre du millimètre par seconde, une fraction de centimètre par seconde. Voilà, c'est l'ordre de grandeur que je vais prendre ici, mais 1 mm par seconde, c'est 1000 fois plus petit que 1 mètre par seconde. Hein, donc elle devrait encore être 1000 fois plus petite, en principe. Donc on voit bien ici que ce qui se passe ici est caché dans la charge. Ce n'est pas la vitesse qui permet d'obtenir ici des grandes valeurs de ce produit QV, c'est clairement la charge elle-même qui est importante. Et pour le voir, eh bien, je te propose d'étudier cette égalité ici, IL égale QV. Et je vais prendre ici un élément de courant, tout à fait réalisable expérimentalement. Je vais considérer un fil d'1 mètre de long qui véhicule 1 ampère. 1 ampère, 1 mètre. C'est donc 1 ampère mètre. Et ici, je vais prendre l'ordre de grandeur que je te propose ici. C'est la réalité. Les électrons se déplacent avec une vitesse de l'ordre du millimètre par seconde. Ça va bien sûr dépendre de la tension que tu appliques aux bornes du conducteur, mais c'est un ordre de grandeur que j'utilise. Je vais donc utiliser pour V ici 1 mm par seconde. Et cette égalité, tu vois qu'elle va me permettre de connaître la charge Q ici qu'il y a dans cet élément de courant. Voilà. Alors pour bien comparer Q, pour bien mesurer Q ici, il faut que les unités soient comparables de part et d'autre. Tu vois qu'ici j'utilise l'ampère, le mètre, je vais les conserver. J'ai bien 1 ampère mètre. Donc pour avoir l'ampère ici, je vais exprimer la charge en coulomb bien sûr. J'utilise les secondes ici pour le temps qui apparaît dans la vitesse, donc c'est très bien, j'ai les secondes ici. Coulomb par seconde, c'est bien l'ampère que j'ai là. Et tu vois que j'utilise donc bien les mètres ici pour avoir bien la même unité que les mètres que j'ai là. Très bien, et donc on sait que 1 mm, c'est 1 millième de mètre. Ceci est donc bien cohérent. Je peux maintenant calculer Q, et que ce que je vois que 1 millième de Q est égal à 1. Et ça veut dire que Q est égal à 1000 coulombs, avec un certain étonnement bien sûr, puisque quand on compare à la charge qu'on peut obtenir dans une boule de plastique comme ceci, c'est de l'ordre de 10-9 coulombs. Par rapport aux 1000 coulombs, il y a tout simplement 12 ordres de grandeur en plus ici que ce qu'on a là. Alors là, on peut vraiment se demander pourquoi. On avait clairement vu que constituer un coulomb est tout à fait impossible. Et là, je te propose 1000 coulombs dans un fil de cuivre d'1 mètre de long qui véhicule 1 ampère. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Je te laisse un petit peu réfléchir à ça. À ton avis, comment se fait-il qu'on puisse obtenir 1000 coulombs ici? Réfléchis bien, n'hésite pas à arrêter l'image et à revenir plus tard. La raison, c'est tout simplement dû au fait que ce fil conducteur qui constitue l'élément de courant est un objet neutre. La charge qui est ici ne représente que la charge des électrons, des porteurs de charge ici qui se déplacent à la vitesse V. Mais cet élément est neutre. Il faut savoir que les électrons ici sont fournis par les atomes eux-mêmes. Il faut bien l'avoir en tête. Ça, quand tu prends un matériau conducteur, ça veut dire que tu prends des atomes qui sont neutres électriquement, que ces atomes vont libérer un électron qui va pouvoir se déplacer donc, c'est ce que je vais faire maintenant, et en libérant cet électron de charge négative, c'est pourquoi il est représenté en noir ici, eh bien, il devient bien sûr chargé positivement. Chaque atome devient un ion positif. Et ce petit bloc de matériau conducteur est parfaitement neutre. Chaque électron ici est plongé dans un milieu neutre. Et donc, en gros, ces électrons s'ignorent complètement. Ce n'est que si je les rapproche à une échelle subatomique qu'ils vont commencer à se sentir l'un l'autre. Mais voilà, si je les laisse comme ça, ils vont se répartir gentiment dans cette matrice cristalline, sans du tout avoir des forces de répulsion. Ils vont tout simplement occuper ici le matériau avec une densité qui sera la même que la densité d'atomes, puisque chaque atome a fourni un électron. Et la densité d'atomes, elle est énorme. Elle est de l'ordre du nombre d'Avogadro par centimètre cube, c'est-à-dire 10 exposant 23 électrons par centimètre cube. Et je n'aurai aucune difficulté comme ça à cumuler les charges. Si je prends un bloc de matériau conducteur qui contient 0,5 coulombs,
d'électrons libres. Quand je dis maintenant 0,5 coulombs, c'est ce que je vais faire ici. Ce n'est pas la charge du bloc, c'est la charge des électrons libres que j'ai ici dans ce matériau conducteur. Globalement, ces deux blocs de métal ici sont neutres électriquement. Ils ne sont donc plus sujets à la répulsion ici. Et donc, je peux comme ça accumuler ces 2 fois 0,5 coulombs sans aucun problème. Je peux constituer comme ça un coulomb. Et je peux comme ça rajouter des blocs jusqu'à obtenir sans problème les 1000 coulombs qui sont là. Je n'ai plus besoin de vaincre une force, je n'ai plus besoin d'une énergie folle, comme j'en avais besoin tout à l'heure pour constituer un coulomb dans cette boule. Voilà, c'est ça la raison. Donc tu dois bien comprendre ça. De ce point de vue-là, les matériaux conducteurs sont des matériaux virtuellement magiques parce qu'ils permettent une concentration d'électrons extrêmement grande, je le répète, 10 exposant 23 électrons par centimètre cube, qui en plus peuvent être mis en mouvement comme on le veut, en appliquant tout simplement une différence de potentiel aux bornes de ce conducteur. Donc on a une grande concentration d'électrons qui peuvent être mis en vitesse, une vitesse modeste, comme tu peux le voir, mais les charges peuvent être tellement grandes qu'on arrive à compenser cette vitesse modeste par une très grande charge. C'est vraiment ce qu'on a démontré ici, avec les 1000 coulombs ici qui compensent le millimètre par seconde pour obtenir l'équivalent de 1 ampère-mètre, comme je le suggérais ici. Voilà. Et c'est donc ça la raison profonde pour laquelle, avec un champ d'1 Tesla perpendiculaire à un élément de courant de 1 ampère-mètre, perpendiculaire, donc on a perdu le sinus ici, j'ai bien 1 fois 1 qui me donne 1 Newton. C'est ce que je viens de te dire. Grâce aux 1000 coulombs qu'on peut obtenir dans cet élément de courant, je peux compenser cette vitesse faible du millimètre par seconde pour obtenir 1 ampère-mètre qui, fois 1 Tesla, va me donner 1 Newton. Voilà, j'espère que tu as bien compris ça, parce que c'est vraiment ce principe qui est au cœur des applications technologiques du magnétisme. Si ce moteur de voiture fournit des forces utiles, c'est grâce à la magie des matériaux conducteurs qui permettent de concentrer des charges libres de façon très efficace et de les mettre en mouvement pour voir apparaître la force de la place avec des ordres de grandeur tout à fait intéressants du point de vue des applications. Voilà. Alors maintenant, revenons à la force de Lorentz, puisque c'est celle-là qui nous intéressait. On peut se demander maintenant comment démontrer expérimentalement cette force de Lorentz, comment l'éprouver expérimentalement. Je le répète, Lorentz avait fait un travail théorique qui dit que ce travail-là, que ce résultat-là, traduit la réalité physique. Pour ça, il faut le démontrer expérimentalement pour arriver à démontrer que ce que suggère Lorentz ici, c'est-à-dire démontrer que c'est bien la charge électrique en mouvement qui est à l'origine de la force magnétique. Que c'est la charge en mouvement qui est à la base du magnétisme. Il faut encore répondre à cette question, il nous faut une expérience, et ça, je te propose de te la décrire dans la séquence qui va suivre. On y verra que c'est Joseph Thomson, le savant britannique, qui a découvert l'électron, qui a permis de faire la première démonstration expérimentale de cette force de Lorentz. Tu verras, ce sera passionnant de découvrir ça. Je te donne donc rendez-vous dans cette nouvelle séquence et je te remercie pour ton attention et te dis donc à très bientôt.